Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va aborder un nouveau projet. Après 6 épisodes consacrés à la 200, il était temps de parler d'un truc totalement différent. Comme une grosse berline allemande. Bon allez, il y a bien quelques différences. Ça bien? Enchanté, Vito du coup. Eddy. Enfin, je pense que tu étais au courant. Je connais un petit peu. Vito m'a contacté pour me proposer cette BMW E32 de 93. Évidemment avec du boulot à abattre, sinon quel intérêt. Alors c'est un copain à moi qui l'a sorti de Grange, Ouais. et moi je lui ai racheté. Elle était déjà dans cet état Ouais. quand il l'a sorti. C'est dû au stockage, j'imagine, la plupart des... Bah, il y avait un meuble sur le capot, il y avait... Voilà quoi. On a fait un déménagement avant de la sortir quoi. Ouais. Un petit tour d'essai me permet de constater qu'hormis les dégâts carrosserie, elle manque sérieusement de couple. Beaucoup. Ouais, la pauvre, elle a pas de couple là. Non, non, non. Il y a un truc qui va pas. Putain, mais c'est vraiment. Ouais, c'est mou hein. La 316 Ti, elle a plus de pêche là. Oh non, arrête hein. Ouais. Un petit passage avec l'outil de diagnostic top dont plus tard on obtient un code d'erreur relatif au débitmètre. Ok, c'est une piste plausible. Après s'être mis d'accord sur le prix et quelques modalités dont la date de vente, Vito repart vers d'autres horizons et on reprend donc cette transaction, mais quelques semaines plus tard. Siamo con Vito Di Rocco. C'est ça. Per comprare la macchina tedesca. Ah, je parle pas italien. Ah bah c'est dommage. Moi je suis un fan. Il semble que notre hôte du jour apprécie modérément les BMW. Tu t'es acheté tous ces trucs? Bah ça c'est la mienne, Ouais. celle-là c'est la mienne. Et puis en haut j'en ai quelques-unes aussi. Après avoir emporté avec nous 2-3 petites choses, on en apprend plus sur les raisons du courant d'air dans l'habitacle de la série 7. Si j'avais plus de batterie, je pouvais plus ouvrir la voiture. Du coup je suis allé avec mes gros bras et je l'ai mis droite. Pas du tout, c'était un marteau. Et comme j'ai été prévenant, j'ai acheté un débitmètre tout neuf à installer pour le rapatriement. Et puis 4 pneus qui sont ensuite allés chausser l'Audi 200 que vous avez beaucoup vu ces derniers temps. Et oui, Vito a gardé ses grandes jantes pour une autre BMW. Comme le capot est ouvert, parlons un peu plus de cette motorisation. Cette 730i est équipée d'un M60 et non d'un des 6 cylindres M30 qui constituait le gros de la gamme E32 au départ. Je connais déjà relativement bien ce moteur puisqu'il équipait ma 730i à E38. Elle a eu droit à un épisode donc peut-être que certains d'entre vous connaissent son histoire. Ce V8 ne cube que 3 litres et développe 218 chevaux. Il est heureusement associé à une boîte manuelle dans le cas présent. Je dis heureusement parce qu'un moteur de cette cylindrée dans une caisse relativement lourde se marie assez mal avec une boîte automatique. Ça la rend un peu... lymphatique. Bon, je vais rapidement passer sur l'installation de ce débitmètre neuf puisque ça n'a fait qu'empirer la manière dont le moteur fonctionne. C'est simple, la voiture est quasiment inutilisable. Pourtant le code défaut ne réapparaît pas. Mais il est temps de partir, alors je remonte le vieux débitmètre. On fera avec. Avec Plaisir, pas de soucis, ça marche. Bon bah fais bonne route en tout cas. Ouais, merci. Allez, À bientôt. à bientôt, Salut. Ciao. Le temps de remercier la joyeuse équipe sur place qui a eu la gentillesse de monter les pneus neufs sur les jantes d'origine de la voiture et je me mets en route. Vito m'a laissé largement assez de carburant pour rentrer. Rare attention, merci à lui. Avec ce problème moteur, la difficulté dans un premier temps est de manœuvrer la voiture sans caler. Bon, nous voilà dans cette nouvelle voiture qui fonctionne. Il va faire un peu frais ce soir puisque j'ai une fenêtre en moins, mais je pense que ça devrait aller. On est quand même au mois d'août, même si ça ressemble beaucoup cette année à un mois d'octobre. On va y aller tranquillement, on va prendre son temps. Bon, pour l'instant ça va. Parlons un peu priorité. C'est vrai que j'ai pas filmé pendant qu'on galérait tout à l'heure à essayer de comprendre pourquoi la pièce que je venais d'acheter, qui est ce débitmètre tout neuf, un Magneti Marelli, donc je m'imagine quelque chose qui est censé fonctionner quand même, c'est pas une sous-marque inconnue. Elle tourne comme une merde quand on met ce débitmètre en place. Pourquoi j'ai voulu changer dans un premier temps? Parce qu'en branchant l'outil de diag, j'ai l'erreur de débitmètre qui apparaît. Et j'ai déjà essayé de l'effacer et de relire. Avec le débitmètre de la voiture d'origine, ça se met systématiquement en défaut. Et quand on met ce débitmètre,
le moteur tourne comme une merde, mais il n'y a plus de défaut. Donc, soit j'ai pas le bon débitmètre, et c'est bizarre parce qu'il se monte, il est vraiment identique, mais bon, soit ça peut arriver, c'est pas la bonne ref. Et à ce moment-là, ça indiquerait que le débitmètre d'origine, il est cuit. Et débranché, elle se comporte de la même manière à mon avis. C'est quand même le plus probable. On va bien voir. Puis je vais passer un coup de machine à fumer, voir s'il y a quelque chose d'évident. Avec un peu de chance, il y a une grosse fuite quelque part, mais bon, je suis pas persuadé pour. Donc pour l'instant, on va déjà essayer de rentrer au bercail. Il me reste un peu plus d'une heure, 1h10. Mais bon, je suis assez confiant parce que... Oui, il manque une vitre. Je suis assez confiant parce que la voiture a déjà parcouru pas mal de distance et pour ce cas-là, il n'y a pas de souci particulier. Donc, il y a juste quoi, on n'a pas volontairement pas équilibré les roues parce que ces pneus que j'ai montés ne sont pas destinés à la 730, mais c'est pour la 200, donc il faudra que je les démonte de toute façon. Puisque j'ai d'autres jantes qui vont devoir aller là-dessus. Ça ne sert à rien de s'embêter. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Avec un peu de chance, on sera arrivé, il ne se sera rien passé de dramatique. Bon, je suis contrôlé par la douane. Ils auraient bien voulu voir les papiers de la voiture, mais je les ai laissés avec Clara. Je les ai laissés avec Clara, donc je les avais pas avec moi. Moi, j'ai une carte grise de remorque. Alors bon, ça va pas aller bien loin, mais bon, j'ai dû... Ma tête leur a plu, visiblement, ils m'ont laissé tranquille. Tant mieux. Donc voilà ce petit rebondissement durant ce trajet. Il fallait bien celui-là. Si vous trouvez la voiture un peu bruyante, c'est normal. Visiblement, l'échappement d'origine était plus que pourri et à la place, il n'y a plus que des tubes. Faudra que je fasse quelque chose à ce sujet, c'est un peu au-dessus du niveau sonore que je suis prêt à tolérer. Bon, chauffage à fond parce que ça caille un peu avec les vitres ouvertes, là, il fait 15. Bon, voilà, ça l'a fait. On fait les dernières dizaines de mètres, histoire de réveiller les personnes qui seraient allées se coucher tôt. Navré. Voilà, bon, il y a du boulot, il y a de quoi faire. Je vais déjà m'occuper des papiers et puis après, on va vite s'attaquer à cette recherche de problèmes de gestion, de défauts. Et ouais, la conso là, elle est assez monstrueuse. Hein. Pour faire 100 bornes, j'ai consommé entre 15 et 20 litres. Quoi. 120 bornes quasiment. C'est n'importe quoi. Allez, on va manger et puis on va faire dodo. Le lendemain, je prends quelques minutes pour monter une des pièces que Vito m'a trouvée et laissée avec la voiture, la porte arrière droite, qui était de loin le panneau de carrosserie le plus abîmé de la voiture, et à laquelle il manquait une vitre de toute façon. Vu le poids de la porte, je suis bien content de pouvoir compter sur l'aide d'Olivier qui a de nouveau sacrifié un peu de son temps pour moi. On va la prendre à deux. Derrière, je prends l'avant. Chargé de la visée. On est un peu bas, je crois. Ouais, c'est bon. Quelques ajustements plus tard, on déclare le montage satisfaisant. Au moins la voiture est étanchée à ce stade, c'est tout ce qui compte. Dans l'idée de ne pas laisser se balader des pièces en bon état au risque de les abîmer, je vais monter la baguette gauche du pare-choc arrière, également fournie par notre vendeur, ce qui permettra de constater que ce bouclier a malheureusement subi, autant que les ailes arrière, les affres des jantes de tuning bien trop grandes et larges pour la voiture. Si j'aurais bien aimé monter la pièce sans avoir à déposer le pare-choc, j'y suis pas arrivé. Il faut dire que par le passé, il a été pas mal déformé. Cette vue rapprochée vous permet aussi de mieux apprécier les défauts carrosserie qu'il faudra impérativement reprendre plus tard. Ah, les belles caravanes que je vais pouvoir y atteler.
Vous avez vu l'état des ailes arrière? Vive le tuning. Après cette étape inutile mais appréciable pour les yeux, je vais contrôler l'étanchéité de l'admission, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un truc vraiment flagrant qui affecterait la gestion. C'est le moment de sortir la machine à fumer. A ce stade, j'ai bien quelques fuites, mais rien de vraiment notoire. Je remarque que quelques joints et manchons seront à remplacer. Mais faisons un peu le point sur le problème de fonctionnement, que vous ayez toutes les infos. Bon, c'est là que ça commence. Ce petit problème de fonctionnement, en fait, il est surtout manifeste à froid. Je l'ai ramené de là où j'étais avant, l'ancien garage dans lequel je travaillais depuis plusieurs mois. Après, je sais pas, 20 bornes, au final, je me suis rendu compte que le ralenti était impeccable. Donc en fait, le problème vraiment se manifeste qu'à froid. J'ai un carton ici avec de quoi refaire l'étanchéité du collecteur d'admission et de ce qui est à côté, plus une enveloppe avec également des petits accessoires BMW que m'a offert un abonné et je le remercie énormément pour ça. Au départ c'était juste de passer une commande BMW que je puisse recevoir par la poste et puis finalement il me l'a offert. Donc vraiment j'apprécie énormément. Sur un M60, ce par quoi il faut commencer également, c'est de déposer le carter d'huile pour aller vérifier le serrage des vis de la pompe à huile. C'est un défaut connu sur ces modèles. Je ne sais pas ce qui manque d'origine, pas assez de serrage ou simplement pas de frein filet. Mais en tout cas, pour l'avoir déjà fait sur ma 730IA, j'ai retrouvé 3 vis dans le carter. Donc c'est effectivement indispensable de regarder ce qu'il en est du serrage et on en profite pour changer le joint. Donc, sur cette voiture, ce qui est bien aussi, c'est de remplacer les joints de couvre-culasse, puisque quand on dépose le collecteur d'admission, on a défait tout ce qui gêne pour les retirer, et c'est une fuite très fréquente sur ce moteur. Le seul truc qui me manque là, c'est de la peinture, parce que je ne vais pas les laisser dégueulasses comme ils sont actuellement, mais bon, ça s'improvise au pire. Allez. Voilà comment la voiture fonctionne avec le nouveau débitmètre en place. Pas franchement un succès. Je vais démonter le collecteur d'admission, et pour pouvoir faire ça, il y a quelques trucs à retirer avant, comme les bobines, le faisceau des injecteurs, la rampe de carburant, et puis quelques câbles par-ci par-là. Et ça, c'est le moment que je préfère, défaire les clips qui maintiennent le faisceau sur les injecteurs, de chaque côté. Évidemment, comme sur tous les M60 et M62, les gens ont serré beaucoup trop fort les vis des plastiques, des habillages, des couvre-culasses, et ils ont foiré le filetage dans l'alu. Fragile, et ça sert à rien de serrer fort.
Tant que le collecteur est solidement fixé, je vais défaire les vis du papillon des gaz. Évidemment, avant d'ouvrir le moteur aux 4 vents, aspirer les débris qui traînent est probablement une bonne idée. Rien de compliqué au niveau de la rampe, sinon l'arrivée et le retour dans les colliers sont moyennement accessibles. La journée du lendemain s'annonce moins pluvieuse. Ça ne changera pas grand chose au boulot à battre, mais c'est quand même plus agréable. Une fois la rampe retirée, je m'attaque aux vis de fixation du collecteur. Là aussi, les précautions sur les saletés qui traînent par là sont bonnes à prendre. Sans l'admission, on a une vue dégagée sur la vallée entre les deux culasses. L'aspirateur va encore travailler un peu. Si on s'intéresse 2 minutes au collecteur, voilà les joints qu'il faudra remplacer. Les 4 en lien avec les culasses, la partie arrière avec la soupape de ventilation, et la partie avant avec le papillon des gaz. Avant de retirer les joints restés collés sur les culasses, il faut vraiment dégager tout ce qui pourrait tomber dans les cylindres. Et au cas où, aspirer par-dessus les soupapes, on peut même passer un coup d'air comprimé par là-bas. Une fois que tout est propre, il est temps de les boucher. Après plus de 260 000 km, toutes ces pièces ont reçu leur dose de cambouis. Le papillon ne fait pas exception. Le premier joint changé est le manchon qui assure l'étanchéité avec les canalisations du débitmètre. Normalement, le système EGR a été remplacé récemment, mais je veux quand même m'assurer de son état. Et effectivement, c'est tout neuf. Je peux maintenant poser les joints avant et arrière. Attention à ceux qui passeraient par là. S'ils se ressemblent beaucoup, les deux joints ne sont pas strictement identiques. Une des vis du bloc papillon était bien abîmée, je la remplace donc par une neuve. Voilà, j'ai plus qu'à installer les 4 joints du dessous et direction en montage. Pour vérifier que les joints n'ont pas bougé alors qu'ils étaient basculés à l'envers, on peut se fier aux languettes qui dépassent et qu'on aperçoit une fois le collecteur en place. Et attention à la pipe située sous le collecteur à l'arrière, il faut l'engager en même temps que l'admission est réinstallée. Non, vous ne rêvez pas, j'utilise une clé dynamométrique. Passons au remplacement des joints d'injecteur maintenant.
Sur cette rampe, je vais remplacer le régulateur de pression. C'est un suspect potentiel concernant notre problème de fonctionnement. Un peu de silicone devrait faciliter la mise en place. Normalement, c'est à ce moment que 12 personnes commentent le fait que j'aurais pu nettoyer les injecteurs par ultrasons. Et oui, j'aurais pu. Maintenant qu'on en a terminé avec l'admission, je vais pouvoir finir ce boulot par le remplacement des joints de couvre-culasse, un grand classique sur le V8 BMW. Sauf que pour pouvoir déposer celui côté passager, j'ai des morceaux d'un régulateur de vitesse monté en seconde monte qui vont me gêner. Comme ce système est HS et partiellement neutralisé déjà, je vais juste le déposer intégralement. Évidemment, même chose côté conducteur. Et commence le laborieux travail de décapage de ces pièces. C'est jamais très amusant à faire sans matériel de sablage. Après avoir retiré tous les joints, je les attaque à la spatule et à la lame de cutter. Sont démontés, je vais tenter de retirer un maximum de dépôts d'huile. Voilà, ce sera suffisant pour moi. Pas parfait, mais assez propre pour passer une peinture qui devrait tenir un moment. De les remettre en place, il ne me reste plus qu'à monter les joints neufs dessus sans oublier d'appliquer du joint pâte sur les culasses, aux endroits où le contact risque d'être moyen. Je ne surprendrai probablement personne en indiquant qu'il suffit maintenant de remonter dans le sens inverse du démontage. Le lendemain, je rattaque la journée bien décidée à retirer les restes du régulateur dont j'ai déjà déposé l'actuateur.
Après une bonne heure de bataille sous le tableau de bord, j'arrive à retirer son faisceau après la dépose du câble de commande. Il restera encore un peu d'électronique et de câblage à retirer, mais ce sera pour plus tard. Là, j'ai surtout envie de voir si le moteur tourne enfin mieux. Voilà, c'est l'heure de vérité. S'il y a un léger mieux, ce n'est toujours pas concluant. Il reste encore de la marge avant qu'on puisse qualifier ça de normal. Par acquis de conscience, et même si j'ai jamais constaté de miracle suite à un remplacement de filtre à essence, je vais quand même m'y coller. J'ai la pièce et ça ne prend que quelques minutes. Autant le faire. C'est pas super sale, hein. Évidemment, aucun changement. Après avoir de nouveau fait un tour en voiture, je finis par me dire que le fait que le problème ne se produise qu'à froid est un indicateur sérieux. Cette phase de fonctionnement correspond à ce qu'on appelle l'open loop. À froid, les sons lambda ne sont pas exploités, le temps qu'elle chauffe. Et donc le moteur se fie aux sons de température et au débitmètre. Décidément, il n'y a rien systématiquement dans l'équation. Je finis donc par en commander un auprès d'une personne sûre, Emilien, plus connu sous la dénomination toute pièce 38. Et il a la bonne pièce d'occasion. Je serai sûr à 100% de son état. Après réception et montage, voici donc un nouveau test. Voilà, vous avez devant vous un homme heureux. Le débitmètre 9, c'est de la merde. Et cette merde s'appelle Magneti Marelli. Vous êtes fixé. Après ça, j'ai eu un écho de pas mal de pièces neuves défectueuses portant cette marque. Donc dorénavant, ce sera sans moi. Maintenant que ce V8 tourne convenablement, je vais m'occuper de sa survie. Et c'est en dessous que ça se passe. On va déposer le carter d'huile et vérifier la bonne tenue de la pompe. Opération franchement simple sur ce moteur. Après avoir déposé le petit carter en plastique, on a une armée de vis de 10 mm à retirer pour séparer le carter d'huile. Je sais d'emblée que je ne fais pas ça pour rien puisqu'il y a un suintement ici. Après avoir débranché le capteur de niveau, il me reste à opter pour la solution de facilité vu la quantité de visserie. La clé à choc constituera ici un allié de choix. Et là, on arrive au moment intéressant. Vis ou pas vis là-dedans ? En classique, une des deux grosses vis de fixation. Depuis quand est-elle dans le carter et plus vissée au bloc? Aucune idée. En tout cas, elle ne porte aucune marque, ce qui est un soulagement. Avant de la remettre en place, je vais légèrement retendre la chaîne de la pompe, dont la vis de réglage se trouve précisément derrière la vis qui a pris congé. Après ça, un peu de frein filet et une réinstallation avec serrage au couple préconisé légèrement optimisé. Pour ensuite contrôler la présence de toutes les autres vis qui ont également eu droit à un resserrage léger. Avant de pouvoir remonter tout ça, il me reste un dernier truc pénible à faire. Le carter d'huile, d'origine dans ses premières années de diffusion du M60, est rendu étanche grâce à une sorte de joint liège bien compressé. Et c'est une véritable horreur à enlever, que je vous épargne ici.
Probablement que ce Carter n'en est pas à sa première fuite, vu que la quasi-totalité des vis ont dû être resserrées jusqu'à déformer leurs emplacements. Mais j'ai trouvé une douille de 4 mm et demi qui, une fois frappée dans chaque emplacement, permet de retrouver une surface relativement plane. Je ne prends cependant pas de risque et décide de passer une petite couche de joint pâte avant de poser le joint métal avec sa lèvre d'étanchéité. Et voilà l'ensemble remis à sa place, prêt à affronter les vagues d'huile déferlant après un virage générant près d'un jet latéral alors qu'un idiot négocie une épingle à une vitesse totalement inadaptée à la prestance d'une grande berline. Sauf qu'avant d'aller faire couiner la roue galette et les 3 pneus lisses qui équipent actuellement la voiture, on reviendra sur ce point une autre fois, il faut quand même penser à remplacer le filtre à huile, et pourquoi pas mettre de l'huile dans le moteur, ça peut servir. Il avait soif, j'ai versé près de 8 litres de 5W40. Tant qu'on y est, je peux remettre à zéro l'indicateur de vidange, même si je m'y fierai probablement jamais. L'idée est de mettre à la masse la borne 7 de la prise ADS par un emplacement sur la caisse ou par la borne 19, au choix. Puis mettre le contact, attendre 5 secondes et retirer le fil. Et vu que la prise ADS est dispo, je vais pouvoir une nouvelle fois mettre à contribution les talents de l'outil de diagnostic que m'a envoyé Topdon il y a quelques temps. Dans le lot des adaptateurs OBD, il y a ce qu'il faut pour nos vieilles BMW. Pour vous donner une idée, dans la liste des modèles pris en charge, il y a des E23. Ça date. Je vais juste consulter le DME, soit le calculateur moteur, pour m'assurer que le défaut des bimètres n'ait pas de retour. Je trouve un défaut sporadique lié à des ratés du cylindre 1. À surveiller donc. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Bon, alors il était assez fourni celui-ci, puis j'espère que j'en ai pas trop perdu en route. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Rapidement, j'espère, au sujet de cette E32, que vous n'avez pas encore vu vraiment rouler ni fonctionner, mais ça devrait pas tarder. Ou au sujet d'une autre, je ne sais pas. Il y a pas mal de trucs qui traînent par ici dans le coin ces derniers temps. Donc, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et à bientôt. Ciao.